Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le 5e podcast du Squad Athlétique. Donc aujourd'hui, on accueille notre nouvel invité, Clément Pancher, 25 ans, 99 ans, j'allais dire, non, n'importe quoi, né en 80, Il est en 99, ouais, c'est ça. qui vient avec nous sur le plateau pour nous parler un petit peu de sa carrière à la fois sportive et professionnelle. Je vais le laisser se présenter brièvement. Salut Clément. Salut tout le monde. Ouais, du coup, bah moi c'est Clément Pancher. Pour me présenter d'abord au niveau sportif, je fais de l'athlétisme depuis fin 2017. J'ai fait du hand avant. On aura peut-être l'occasion de détailler un petit peu. Et du coup, ça fait 7-8 ans que je fais de l'athlé. Et à côté de ça, j'ai fait une licence STAPS et un master sciences de la nutrition avec option nutrition sportive. Et je pense que c'est un bon petit résumé déjà. En discipline sportive aussi, en athlé, du coup, je fais du demi-fond. J'ai commencé par le 800-1500 jusqu'à, je dirais, 2020-2021. Et petit à petit, là, je commence à augmenter les distances. Je commence à faire de la route depuis 2023. J'ai fait mon premier semi novembre dernier. Et puis après, les cross court, cross long, ça dépend des années. Ouais, Clément est un athlète très pluridisciplinaire. Quand j'ai regardé un peu ton bilan, en effet, on voit que ça va du 400 jusqu'au 10 kilomètres et tu as quand même des beaux chronos partout. Tu passes partout, on va dire. J'ai vu que tu avais un record en 3:11 sur 3000 en salle, il me semble, en plus. 8-11, ouais. 8-11, ouais. Ouais, 49 sur t'inquiète pas. 3000. Et Ouais, puis c'est ça. 3:46 sur 1500 et 1:52 sur 800, hein, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça, Et puis c'est sur ça, 10 ouais, ouais, ouais. kilomètres, tu as fait un 30,04. Ouais, c'est à 30,04 à Bordeaux en novembre dernier, là. Novembre dernier, ok. Et semi-marathon, c'était quand? J'ai que tu as fait 1:06. C'était 2 semaines après Bordeaux, c'était Boulogne, donc le 16 ou 17 novembre 2024. Ok, bon bah chouette. Non, franchement, ouais, un athlète très complet, on peut dire. Et en plus, qui nous vient du hand, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, pour démarrer le podcast, on va suivre notre petit fil rouge. Est-ce que tu nous as ramené un dossard qui est symbolique pour toi, Clément? Ouais, j'en ai vu. Alors j'ai hésité entre deux dossards, pour te dire. Tout simplement, j'ai le deuxième, je l'ai pas trouvé tout simplement. Mais j'ai pris, c'était celui alors de France de cross de Montauban 2021. Donc c'était ma dernière année espoir. J'ai même le dossard espoir un peu dégueulasse. Dans le dos, naturellement. Euh, ouais, dans le dos. Mais en gros, c'était ma reprise. Il est symbolique pour moi parce que c'était ma reprise de cross. En fait, d'après Covid. En fait, donc les derniers cross, c'était février 2020, où en fait j'avais pas le même niveau que maintenant, on va dire. En fait, je sors de saison pré-Covid où en fait je fais je crois une 65e place aux inters de cross court, donc vraiment hyper loin de la qualif France. Bref, à ce moment-là, je devais faire 4,10 au 1500. Enfin, c'était pas foufou. Et en fait, après Covid, donc c'est quand même 1 an et demi après, j'arrive à faire 53e, je crois que c'est 53 aux France de cross long, alors qu'en plus d'habitude, je galérais vraiment sur le long. Je fais 16e espoir derrière des gars comme Maël Gouillette, même enfin, aujourd'hui ils ont plus le même niveau bien sûr, mais j'étais derrière des gars où je me disais waouh, j'avais pas du tout ce niveau-là avant. Je me rappelle, je finis juste devant Romain Mingui qui à l'époque me mettait je sais pas 3 minutes sur 10 kilomètres je pense. Donc en fait ça montrait que j'avais passé un cap et je l'avais compris. Je l'avais déjà un petit peu passé sur la piste parce que la piste en 2021 j'avais fait 3,50 et je m'étais qualifié au France Espoir. Mais sur cross, là sur le long, je validais aussi ça et je prenais conscience que ouais, avec l'entraînement en fait, il y a des choses qui se mettaient en place et c'est vraiment le premier cross où je me suis dit ok, j'arrive à faire des trucs sympas.
Ouais, c'est chouette parce que tu viens sur la piste quand même de base du cours, enfin 800, 1500, et puis quand Ouais, tu vois que sur le long, ouais, tu arrives à accrocher des gars de ce niveau-là, tu te dis, ok, j'ai des choses à faire aussi sur ces distances-là. Donc, ça montre, ouais, comme je disais tout à l'heure, que tu es un athlète complet, et c'est sûr que ça fait toujours plaisir et du bien au moral, surtout qu'après la période Covid, ça ne pouvait pas être évident. Après, si j'ai bien compris, toi, tu as surtout commencé à t'entraîner plus sérieusement en athlète à partir du Covid, c'est ça? ouais, c'est ça. Bah, en fait, donc, en gros, j'ai commencé l'athlé fin 2017, on va dire début 2018, et pendant 2 ans, je continuais encore le hand. Donc, je faisais athlé et hand. En hand, je devais faire deux entraînements par semaine et les matchs le week-end, en gros. Mais c'est surtout qu'en fait, je comprenais pas comment je m'entraînais. En fait, j'allais partir faire un footing. En vrai, je sais même plus, mais je courais 40 minutes à fond, je revenais, j'étais content. Les séances VMA en fait sur piste, c'était pas de la VMA, je faisais tout le temps de l'allure 1500, je finissais complètement mort à chaque fois. Enfin, il y avait aucune logique dans ce que je faisais, je pense. Et bah, c'est vraiment quand j'ai arrêté le hand et même plus quand pendant le confinement tout simplement, où j'ai commencé, bah, j'ai installé Strava, je me suis dit: «Ah, ce serait sympa de compter les kilomètres que je fais dans la semaine». J'ai compris que si je courais un peu plus, bah, c'était peut-être bien de pas faire des footings à fond tout le temps parce qu'en fait après on est fatigué. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à mettre plus d'entraînement, à comprendre comment je m'entraînais, et ça vient aussi à ce moment-là, j'étais en L2 STAPS, et du coup, en fait, nos cours pendant le confinement, nos cours de pratique, en fait, ils sautaient. Ouais. Et je me suis tout simplement en fait, on a énormément de temps. On avait quoi? On avait 10 heures, 15 heures de cours par semaine, que de la théorie, du coup. Et du coup, j'avais beaucoup de temps et je me disais: «Bah, je vais en profiter juste pour faire plus de sport», et tout cet engrenage-là a fait que, j'ai compris comment s'entraîner quand on faisait que de la course à pied. Sûrement, je devais lire des choses à droite à gauche en disant, bah, je comprenais ce qu'était l'endurance fondamentale peut-être. Enfin, ça se trouve avant je connaissais pas ce que c'était. Et voilà, petit à petit, tout ça a fait que, je suis sorti du confinement, j'avais déjà un meilleur niveau que 3 mois avant, quoi. Ouais, donc tu as commencé par t'entraîner en autodidacte, quoi, par toi-même. Et après, tu t'es Bah, licencié directement à Angers? ouais, quand en fait, alors je me suis licencié en G. Bah, en fait, quand j'étais en L1 STAPS, mon STAPS, donc l'IFEPSA, avait un partenariat avec le 2A. Et en fait, j'ai vraiment juste cherché sur l'IFEPSA, j'ai recherché des clubs qu'il y avait sur Angers. J'ai vu le 2A, j'ai appelé, on m'a dit: «Bah, viens mardi soir à 18h». J'ai fait OK, on m'a dit: «Bah, tiens, t'as un coach là, Benoît Durand, il va te prendre», et puis le feeling est bien passé. Du coup, j'ai fait, bah, j'ai dû faire 6 ans à Angers, je pense, parce que maintenant je suis à Nantes. Ouais, maintenant, du coup, tu es à Nantes. Et c'est qui est-ce qui t'entraîne maintenant? Alors maintenant, c'est Anthony Baumal qui fait le plan d'entraînement avec Aurélien Serrano, qui aussi. Et je crois que cette année, il faudra lui redemander, mais normalement Julien Payerne a dû mettre sa patte aussi en tant que coach, en gros, pour faire les plans d'entraînement. Mais c'est en fait, il donne, nous, notre plan, en fait, il donne enfin 2 ou 3 séances à la semaine. Et après, le reste, c'est un peu nous qui faisons à notre sauce, quoi. Enfin, en fait, les footings, on en fait comme on le sent. Et en fait, voilà, les séances, bah, c'est mardi, jeudi, dimanche, Ouais. et c'est eux qui les donnent, en gros. Et donc, tu es arrivé sur Nantes pour tes études? En fait, je suis arrivé bah, septembre 2022, et du coup, pour mon master, que j'ai fini sur la période hiver, bah, hiver 2024, là. Enfin, du coup, c'est septembre-décembre 2024. Et là, je suis toujours sur Nantes, du coup. Ça marche. Donc, du coup, pour revenir un peu là-dessus, raconte-nous un peu ton parcours. Tu as fait donc l'IFEPSA à Angers. Ensuite, tu es parti directement en M1 sur Nantes, M1 et M2. Ouais. Alors, je suis pas parti directement. Moi, j'ai validé ma licence, bah, enfin, juin 2021. Et à la base, à la base, j'étais destiné, on va dire, à être. Alors, à la base, c'était prof de sport. En L3, j'ai fait la bifurcation pour être prof des écoles parce que prof de sport, ça me plaisait plus trop. Alors, est-ce que ça me plaisait plus trop, ou est-ce que je me disais que le master et le concours étaient chauds à voir? Je sais pas aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, le choix a été fait qu'en L3, j'ai bifurqué vers l'option professeur des écoles.
Un peu par défaut, je pense, tout simplement. Même, l'éducation de base quand j'ai choisi en L2, l'option, prof de sport, je pense que c'était vraiment par défaut. Parce que lycée de ça, en fait, sortait énormément de profs de sport et je pense qu'en L1, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et voilà, je me suis retrouvé là. Du coup, en gros, comme je te disais, en L3, j'ai validé ma licence, STAPS, mais option, professeur des écoles, ce qui m'a donné l'entrée en master prof des écoles à Angers. Et là, j'ai compris qu'au bout de 2 mois, je me suis dit, mais non, en fait, là, je suis vraiment pas là où je dois être. Il y a trop de trucs qui me dérangeaient dans ce métier-là et dans l'éducation nationale. Et en même temps, je me suis dit, en fait, j'ai envie de me rapprocher du côté vraiment santé. Et c'est là où j'ai vu le master nutrition à Nantes. Et du coup, pareil, fallait que j'envoie un dossier pour être pris. Du coup, j'ai été pris et pendant 1 an, en gros, j'ai travaillé en intérim tout simplement pour les 2 années qui allaient venir et je suis rentré, dans ma formation du coup, en septembre 2022, comme je te disais. Ok, d'accord. Et pendant toutes ces années-là, tu as réussi à concilier études et entraînement assez facilement? Ouais, assez facilement, ouais, parce que, je pense quand on est étudiant, on a quand même on a pas mal de temps et même quand je travaillais en vrai, comment dire? Je sais plus ce que j'allais avec cette phrase. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais, non, non, ouais, j'ai toujours réussi à avoir le temps, oui, c'est ça. En fait, je trouve que l'athlé, ça prend pas énormément de temps. Tu vois, moi, mes semaines, c'est max, 12 heures d'entraînement, et encore sur mes très grosses semaines et en fait, ça génère beaucoup de fatigue, en tout cas pour moi, ça génère beaucoup de fatigue. Ça demande peut-être beaucoup de temps de sommeil, ça demande de la récupération, ça demande de faire des siestes, des fois. Mais en vrai, le temps d'entraînement, il est pas si élevé que ça. Donc, quand j'étais étudiant, ça passe très bien. Même si j'ai des semaines, qui font 25 heures de cours, au pire, je réduis un petit peu les entraînements, mais j'arrivais quand même largement à avoir au moins 8-10 heures d'entraînement et moi ça m'allait très bien et je pense que justement j'ai peut-être fait un moment cette erreur-là, une fois où je me suis blessé. Quand j'ai commencé à travailler, donc forcément je passe d'un moment où j'étais en études, où j'avais maximum 25 heures de cours par semaine. En gros, j'ai travaillé pendant quelques mois. Je travaillais en intérim à la Poste. Et là j'ai voulu maintenir, voire augmenter mon volume d'entraînement. Et sauf que, je récupérais pas assez parce que j'étais peut-être à 35-37 heures, de travail, et je pense que j'avais mal concilié les 2. Du coup, je me suis fait une fracture de fatigue au 2e métatarse et je sais pas si je réponds à ta première question du début, mais Si, tout mais à voilà, en fait. fait, Ça montre vraiment enfin la l'idée. problématique de beaucoup d'athlètes dans notre cas en fait quand on arrive dans la vie active. Enfin moi c'est mon cas, hein, j'ai fait la fracture de fatigue avec mes études à l'internat, et l'internat de cardio ça a pas marché, j'ai tenté, hein, j'ai voulu essayer aussi, mais Mmh, et il n'y a pas que c'est ce genre d'internat qui fait ça, hein, il y en a beaucoup, hein. Kylie il a fait la même chose, et puis Yanis David dans le dernier podcast avec Régis en discute aussi, de toute cette charge mentale finalement dont on se rend pas compte, même si c'est pas forcément un métier physique, c'est juste parce que c'est un métier qui prend du temps et de l'énergie, un métier stressant avec des obligations, des contraintes. Et forcément, ça puise une énergie qu'on ne ressent pas forcément. On se dit, bah, je fais le boulot, je suis assis, je suis sédentaire, ça va, je vais m'entraîner le soir. Mais non, en fait, c'est pas la même. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce contexte-là et c'est compliqué à gérer. Donc là, je renvoie vers Yanis qui, lui, arrive à aider les gens à ce niveau-là et essayer de concilier à la fois athlée et vie professionnelle en essayant de s'écouter et de mesurer la charge physique, la charge mentale. Et c'est vrai que c'est des choses compliquées à gérer. Donc, tant mieux si tu t'en es entre guillemets bien sorti malgré cette fracture qui est apparue. Mais finalement, je crois que dans mes souvenirs, ça n'a pas été tant blessé que ça toi, dans ta carrière. non, non, c'est ma plus grosse blessure, alors je me suis fait une entorse quand j'étais au lycée, mais je faisais pas d'athlé à ce moment-là. Non, sinon j'ai juste eu une fracture de fatigue là qui m'a handicapé 6 semaines, quoi. Et sinon j'ai quand même un peu souvent des pépins à droite à gauche qui fait que je dois baisser mon volume d'entraînement, mais des grosses blessures, j'ai eu que enfin grosses blessures.
des blessures qui forcent un arrêt sur plusieurs semaines. J'ai eu que ma Ouais. fracture de fatigue. Ah, ok. Pour en venir maintenant un petit peu au versant du podcast qui était surtout présenter les corps de métier un peu des individus du squad. Toi, plutôt orienté donc nutrition, de ce que j'ai compris, tu m'as dit que tu avais fait donc un master dans la nutrition du sport et que après voilà, tu visais éventuellement à te réorienter plus vers un métier de la santé, à savoir peut-être éventuellement les métiers de kiné. Pour en rester pour l'instant sur la nutrition, euh, quelle a été ta formation générale de base? Si tu pouvais décrire en quelques mots ce que tu as appris jusque-là. Juste sur la nutrition, tu veux dire? Ouais. Ou tout mon parcours? Ouais, ok. Bah du coup, moi c'est un master en fait qui est donc on est vraiment à mi-chemin entre agroalimentaire et santé, comme je t'expliquais en off. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce master-là? Et euh, bah beaucoup de choses, mais par où je pourrais prendre en fait, ça va être tout ce qui est physiologie, plutôt du coup physiologie, comment dire, intestin, estomac, etc. Ça va être de la physiopathologie, ça va être. Après, on a des cours plus spécifiques comme nutrition du sportif, on a de la nutrition thérapeutique. Ouais, très grossièrement, c'est la nutrition et comment dire, quels sont les besoins, par exemple, d'un sportif, quels sont les besoins d'un nourrisson, c'est très large dit comme ça, mais c'est. Ok. Et donc là, si actuellement tu voulais bosser dans ce milieu-là, qui est pas dans tes projets actuellement, si j'ai bien compris, on y reviendra après, mais tu pourrais exercer quoi comme corps de métier? Ce que beaucoup font, c'est de se mettre en libéral, donc Ouais. faire de la prise en charge de patients, tout simplement. Moi, je suis pas, comment dire, on va dire prédestiné à pouvoir prendre en charge des pathologies. Même si on les a vus en cours, on les a pas vus autant que, par exemple, quelqu'un qui a passé le BTS diète. Donc, moi, j'ai pas, en fait, le BTS diète, on est vraiment axé santé. Par exemple, un diététicien va travailler en hôpital. Moi, je ne peux pas travailler en hôpital. Ouais. Donc si par exemple demain, j'ouvre mon cabinet libéral et que j'ai quelqu'un, qui vient me voir, n'importe quoi, qui a une pancréatite, je suis pas, théoriquement, je n'ai pas à le prendre en charge. Par contre, je peux prendre en charge du sportif, je peux prendre en charge du bien portant, si c'est de la perte de poids, si c'est de la prise de masse, tout ça, je peux exercer mes fonctions en libéral. Et sinon, si on veut travailler plutôt dans le privé, et bah ça peut être dans le privé, dans plein de métiers, mais par exemple, ça peut être travailler en tant que chargé de projet pour des marques de nutrition sportive. Donc, tout simplement, ça peut être, par exemple, travailler en R&D auprès de marques en fait de nutrition sportive, comme je pourrais donner des exemples, Meltonic, NutriPure, Ouais. Happy Run, etc. Donc Et voilà. ok. Et après, ce genre de métier, comment c'est sur le plan du marché de l'emploi, tout simplement? Est-ce que c'est pas un métier genre hyper bouché en ce moment? Hyper. Ah si, 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 justement, c'est aussi un petit peu pour ça que. Enfin, c'est une des raisons de pourquoi j'ai envie de peut-être changer de voie. Ouais. C'est que c'est très bouché. Que ce soit en passant le BTS Diète, que ce soit en passant un master en nutrition comme j'ai fait comme moi, ce sont des métiers bouchés, très intéressants, mais très bouchés Ouais. en France au moins. Ce qui peut ouvrir le plus de voies pour ceux que ça intéresse, c'est d'être ingénieur en agroalimentaire. Ok. On sort clairement du métier santé, nutrition qu'on peut voir, euh, par exemple avec les diététiciens. Mais on peut voir certaines choses qui se rapprochent donc avec des ingénieurs agroalimentaires, mais là, ça va être vraiment du travail R&D, par exemple, pour Sodebo, pour des marques comme ça, Ouais. Ok. où là, pour moi, le métier m'intéresse moins, en tout cas. C'est Mais pas c'est des métiers forcément plus du ouverts. coup Enfin, enfin, si je comprends bien, ingénieur agroalimentaire, c'est plus des métiers
de laboratoire, en fait. Tu conçois les Exactement, ouais, c'est ça. produits, alors que le métier plutôt de nutritionniste, c'est que tu vas être dans le conseil et l'adaptation individuelle aux patients, enfin aux clients, je sais pas si on dit patient ou client. Exact, ouais, ouais. Alors on devrait dire, ça c'est un autre sujet, on est censé, enfin, pour moi c'est censé être des patients. En nutrition aujourd'hui en France, je trouve que c'est plus des clients qui Ouais, viennent ouais. consulter que des patients malheureusement. Mais c'est un autre sujet. Donc Mais ouais, t'as bien résumé. là, quand tu parles d'un Ouais, métier vas-y. qui est bouché, c'est plutôt parce que ça manque de demande ou parce qu'il y a trop d'offres? Parce qu'il y a plus de Non, nutritionnistes qui ça, se marchent dessus ou parce qu'il n'y a pas assez il y a pas assez de gens qui sont à la recherche de un petit peu conseillers. des deux. Alors un petit peu des deux. Alors il y a pas assez de, enfin il y a pas assez. Il y a pas beaucoup de demandes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va voir un professionnel de santé, c'est rarement un diététicien qu'on va voir. C'est-à-dire, on va d'abord voir, kiné, pourquoi pas ostéo, bah, médecin. C'est très rare les personnes qui vont voir, des diètes, directement. Parce que c'est tout simplement pas développé en France et il y a une autre problématique aussi, c'est, que tout le monde aujourd'hui se proclame nutritionniste. On peut voir sur les réseaux, Ouais. comment c'est très difficile aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes qui vont donner des conseils alimentaires et j'en suis le premier désolé de ça. C'est qu'on voit des personnes qui n'ont aucune connaissance et qui vont donner des conseils, des fois qui sont des conseils aberrants, voire dangereux. Et des fois, je me tire les cheveux. Je me dis, mais comment c'est possible que des personnes puissent dire ça? Et du coup, en fait, il y a certaines personnes qui ont des besoins, qui aimeraient bien pouvoir consulter des diététiciens ou des nutritionnistes, vont plutôt se rapprocher vers des personnes comme ça, qui n'ont pas de diplôme et qui vont des fois dire n'importe quoi. Et du coup, ça enlève du travail pour les diététiciens ou nutritionnistes. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus parce que la nutrition, pour ma part, c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi et auquel je me suis beaucoup formée sans vraiment m'en apercevoir. En fait, c'est quelque chose qui m'a Mm. intéressée d'emblée quand je suis arrivée dans la télé, parce que je suis quelqu'un qui aime faire attention à moi, à mon corps, à mon poids, à la nutrition, etc. Et je me suis renseignée comme ça au fur et à mesure. Désormais, je connais énormément de choses. J'ai vu des nutritionnistes, Trop bien. micronutritionnistes, etc., quand j'ai fait des consultations pour moi en tant que patiente, ils m'ont dit, mais tu connais déjà tout. Et comment est-ce que tu t'es formée? Bah, je saurais même pas le dire parce qu'en fait, j'ai pioché des informations à gauche, à droite juste par curiosité. Et par contre, je me suis rendu compte qu'il faut faire mais hyper gaffe. Comme tu dis, ça part dans tous les sens. Et maintenant, c'est devenu des grands sujets à la mode, mais ça fait partie aussi des modes du véganisme, plein de choses comme ça, en fait. Et tout se Ouais, croise ouais, ouais, et ça devient un micmac pas possible sur les réseaux. Tu vois de tout et n'importe quoi. Mangez pas de produits laitiers bien parce sûr. que vous le digérez mal, c'est pro-inflammatoire. Mangez pas trop de sucre rapide ou choses comme ça pendant les séances ou diminuez les telles graisses. Enfin, et en fait, tu t'en viens à faire attention à tout ce que tu manges, à te faire une grosse cause mentale, à te dire qu'est-ce Mhm, que je peux mhm. manger, Bah, pas manger, et tu élimines des choses qui sont fondamentales, tu gardes des choses qui sont pas et c'est forcément essentielles, et en fait après on arrive à des désordres métaboliques incontestables, et moi je le vois après dans mes répercussions sur les patients, il y a des carences, il y a plein de choses, mais même dans le monde du sport, il y a des contre-performances, des blessures à cause de tout ça. Et même chez les femmes, c'est un gros problème aussi actuellement. Tous les TCA, les troubles de comportement alimentaire, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast aussi. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup et qui pose aussi de gros problèmes actuellement parce qu'en fait, l'image encore du corps de l'athlète, enfin, l'image extérieure est encore prépondérante dans le monde actuel plutôt que la santé et le bien-être interne. Et en fait, là, il y a la plupart des gens qui font du sport, que ça soit amateur ou plus haut niveau, j'en sais rien, mais je pense, j'ai pas fait d'enquête, hein, je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il y en a une grande partie, c'est pour la forme physique, quoi, et pour perdre du poids, pour ce genre de Mhm. choses. Sauf que du coup, à travers ça, ils vont se mettre
à faire comme les Comment manger? influenceurs et à vouloir manger telle ou En- telle chose pour s'affûter. On entend parler d'énormément de choses, hein, la L-carnitine, ce genre de choses, ça affûte. Et ce mot affûter, on le voit partout. Et maintenant, tout ce qui va être détox, affûtage, brûle-graisse, les gens vont être fans, alors que ça peut créer des désordres énormes. Et je suis d'accord avec toi, des fois, on a Exactement. envie de s'en tirer les cheveux et de dire, mais stop, stop à tout ça. Et malheureusement, comme tu dis, je pense que ça participe au fait que ces métiers sont bouchés parce que les gens se disent, bah, on a tout sur Internet, on a tout sur les réseaux, on est informé. Sauf que c'est un métier du coup qui est pas remboursé. Enfin, je veux dire les consultations. Donc ça participe au fait que les gens vont moins consulter, moins passer le cap et se contenter des informations, des conseils qu'ils vont trouver sur les réseaux, etc. Et c'en est dommage parce que je pense qu'il y a tout à revoir, quoi. Ouais, bah carrément. Et après quand on connaît les bons discours à écouter et les bonnes personnes à suivre, il y a des très bons comptes sur, enfin des très bons comptes et des très bonnes personnes sur Instagram qui donnent de très bons conseils. Mais il faut savoir, faut être renseigné Exactement. avant Ouais, c'est et ça. justement Mm. Je pense que c'est ça. C'est si comme on en tout, fait, faut arriver à filtrer les bonnes choses, hein. Les réseaux, ouais, ça reste exactement, ouais, ouais, ouais. du tout venant, il faut arriver à filtrer. Mais je pense que voilà, pour les gens qui sont bah, débutants dans la matière, qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, ils vont pas savoir forcément qui suivre. C'est très compliqué, Et ouais, c'est vrai que ça reste très exactement. compliqué, quoi. Ouais. Et ouais. T'allais dire quoi, pardon? Non, j'allais dire, et c'est là où justement quand on est perdu comme ça, c'est là que faut se rapprocher de professionnels de santé. Pourquoi pas faire une première consultation au début et si c'est même si c'est juste une seule consultation pour connaître les bases, bah c'est déjà très bien en fait. Ça permet de pas être noyé dans justement dans ce monde des réseaux qui est un peu toxique aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Ouais. Si toi, tu avais des conseils à donner comme ça sur la nutrition de base du sportif, si je te pose Mhm. des questions un peu du tac au tac, là, par exemple, si je te dis, par exemple, qu'est-ce que tu penses des BCAA? Les BCAA aujourd'hui, alors pour expliquer brièvement, en fait Ouais. les BCAA, en fait c'est trois acides, enfin, on appelle ça des acides aminés branchés. Alors si je reprends dans ma mémoire, c'est isoleucine, leucine et la valine. En fait, pour expliquer les acides aminés, c'est un peu comme c'est les briques qui forment les protéines. Et donc on en a 8 qui sont essentiels dans le corps humain, donc 8 qui sont apportés par l'alimentation. Les 12 autres, notre corps les fabrique naturellement. On peut aussi les avoir par l'alimentation, mais ils sont moins importants. Et donc les BCAA sont trois de ces acides aminés essentiels. Hem, Est-ce que c'est intéressant de les prendre en complémentation? Au départ, on pensait que oui, parce que c'était 3, comment dire? C'était les acides aminés qui, grossièrement, permettaient une meilleure récupération sportive si on les prenait dans la fenêtre métabolique. Sauf qu'on s'est rendu compte, dans la littérature scientifique que ça faisait pas vraiment sens. En fait, ce qui est important surtout, c'est d'avoir son quota de protéines sur la journée, qui est différent en fonction de son sport et en fonction de la personne, tout simplement. Et du coup, ce qui est important, ouais, c'est d'avoir son quota de protéines sur la journée. Et bah, en post-séance, la fenêtre anabolique, pour les protéines en tout cas, elle peut durer jusqu'à 3 heures, voire plus. Donc en fait, si on a un apport de protéines où on a tous les acides aminés essentiels, par exemple, tous les acides aminés essentiels, on les a dans les œufs, dans la viande, dans le poisson, on les trouve assez facilement. Et donc en fait, l'idée, bah, c'est d'avoir son quota de protéines, dans les 2-3 heures qui suivent l'entraînement. Enfin Ouais. d'avoir un apport en protéines sur les 2-3 heures qui suivent l'entraînement. Mais du coup, ça c'est autant efficace, voire plus efficace que, de prendre, des BCAA sur les 30 minutes, post-séance. Donc en fait, on achète des BCAA. Alors je connais pas le prix des BCAA aujourd'hui, mais je pense que c'est assez cher. En fait, ça vaut pas le coup enfin, autant prendre 2-3 œufs dans les 2 heures après sa séance, avec un repas complet classique, que de prendre des BCAA en poudre dans les 30 minutes qui vont pas servir à grand chose.
J'espère Exactement. que j'ai bien résumé. Ouais, je partage ton avis aussi. C'est vrai qu'en plus, il y a de tout dans les prix des BCAA et il y a de tout dans les compositions des BCAA aussi. Enfin, il y en a qui Ouais, bien vont sûr, ouais. porter de la glutamine, d'autres pas. De la glutamine, il me semble que j'ai bien compris que c'était assez essentiel de l'avoir parmi les BCAA et il y en a pas beaucoup qui l'ont dans leur composition. Et puis après, encore une fois, ça reste d'où ça provient, comment ça a été fabriqué, parce que Ouais, ouais, toute il y a cette ça. chaîne de la Le- production peut induire des interférences et faire que euh, il y a des métaux lourds ou des toxiques qui sont introduits dans le schmilblick, hein, tout simplement, qui fait que c'est moins ouais, naturel ça dans. des œufs ou d'autres sources de protéines naturelles. Ok. Mm, mm, mm. Et maintenant, si je te pose la question des électrolytes, tu en penses? On va revenir plus ou moins. Alors, les électrolytes, pour la plupart des personnes, ça ne va servir à pas grand-chose. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans les électrolytes, c'est le sodium. Donc, je pense notamment sur des efforts longs, style marathon, voire semi-marathon en fonction des personnes. En fait, sur les longues distances, ce qui est préconisé en apport en sodium, c'est 400 à 800 mg par heure d'effort, ce qu'on peut retrouver dans les électrolytes. Euh, mais en fait, le sodium, donc pour ceux qui savent pas, en fait, c'est du sel tout simplement. Et donc en fait, ce sodium, on peut l'apporter tout simplement avec du sel de table. Donc, en gros, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des électrolytes? Même si dans les électrolytes, bien sûr, il peut y avoir du zinc, il peut y avoir du magnésium, il peut y avoir de la vitamine C. Et voilà, en fait, tout ça, on n'en a pas forcément besoin. Même sur marathon, en fait, on va pas avoir une grosse perte en magnésium, on va pas avoir une grosse perte en zinc. Donc les électrolytes, ça pourrait, pourquoi pas, servir sur des efforts très longs, style ultra trail, 100 km, etc. Mais sur des efforts où on est entre 2 et même 6 heures d'effort, quoi, c'est pas utile en fait. Nous, dans Ça peut, l'athlé, enfin, non. ouais. Nous, dans l'athlé, en plus, on n'est pas un sport de longue pratique. Enfin, dans l'athlé, j'entends par ce qu'on pratique nous, du cross au Ouais. demi-fond et Mm. jusqu'aux 10 kilomètres. On va pas avoir le temps de prendre une gourde avec un bidon d'électrolytes. Mm. Contrairement Et ça au servira à rien. vélo ou autre, où en effet, ça, c'est des corps d'athlètes qui vont avoir une perte insensible plus importante de par la transpiration et qui, en effet, nécessiter de complémenter des fois de manière horaire sur des efforts longs ou autres. Mais c'est vrai que nous, dans notre sport, on n'en est pas forcément là. Alors après, je peux concevoir que il est important de recharger notre stock hydroélectrolytique après une séance intense, surtout l'été, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en s'hydratant Euh, bien, en mangeant équilibré avec du calcium, du magnésium et des apports sodés sans excéder en effet sur le sel, parce qu'on entend toute cette polémique, enfin ces campagnes publicitaires de la part mais de l'État qui dit toujours mangez pas trop salé, etc. En effet, pour l'hypertension, ce genre de choses, ça favorise la rétention sodée, sauf que chez les sportifs, ça reste important. Donc souvent, on conseille quand même de mettre un petit peu de sel de table. Mais je suis d'accord avec bien toi sûr, que les électrolytes sont pas forcément indispensables chez les sportifs comme voire nous. inutile, ouais. Oh, Et ouais. après, voilà, ça reste à prendre au cas par cas. C'est vrai que là, on n'est pas, l'objectif du podcast, c'est pas qu'on fasse un conseil sur tous les nutritions et que les gens prennent nos conseils comme des conseils à appliquer. Ça reste du cas par cas à faire. Des patients qui vont avoir des déperditions sodées plus importantes parce qu'ils transpirent plus, parce qu'ils urinent plus ou quoi. Bah, en effet, ça peut être intéressant pour eux de faire des supplémentations ou des gens qui font facilement des Mm, fractures de fatigue, ce genre de choses. Ça peut être intéressant d'avoir des apports quotidiens en magnésium, en calcium, en plein de choses pour supplémenter tout ça. ouais, mais du coup, là, tu vois tout ce que tu dis. En fait, on va pas le retrouver dans les électrolytes. Là, par exemple, si je prends le cas enfin, des personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé osseuse, ça va pas du tout être dans les électrolytes qu'on va retrouver ça. Va plutôt falloir faire une prise de sang, voir si on n'est pas carencé en vitamine D, par exemple, ce qui est le cas de toute la population. Oui. Mais et surtout dans les électrolytes, en fait, le gros problème, c'est que souvent les marques vont pas mettre les bonnes formes de vitamines et minéraux.
Et par exemple, on va peut-être retrouver du magnésium marin où la moitié va être excrétée par les urines et du coup, est-ce que c'est utile? Bah, non, du coup. Et voilà, et aussi la deuxième chose que je voulais dire, c'est, souvent, les personnes ne font pas forcément, la différence entre électrolytes et par exemple, gel, d'effort ou de post-d'effort post-effort. Et souvent, il y a des personnes qui vont prendre des par exemple, ils vont faire une séance, d'1 heure et demie, qui nécessiterait un apport en glucides, derrière. Donc là, la fenêtre anabolique pour l'apport en sucre, il peut être intéressant. Et tu as des personnes, et donc après un effort, d'1 heure et demie, voire plus, vont se dire: «Ah bah, je vais prendre des électrolytes, apparemment c'est bien pour l'hydratation et la récupération». Sauf que c'est bien plus intéressant de prendre, simplement juste du sucre, hein, ou ça peut être, enfin, après le sucre on peut l'avoir sous, différentes formes, mais prendre du sucre, dans les 15-30 minutes après l'entraînement est bien plus intéressant que d'avoir sa pastille d'électrolytes. Et la pastille électrolyte, elle peut pourquoi pas venir, dans un second temps, mais souvent les personnes font pas la différence entre électrolyte et apport glucidique, quoi. Ouais, je Et c'est vraiment suis électrolyte, faut partir ouais, excuse-moi. Là, faut se dire que les électrolytes, on apporte 0 calories. En fait, on apporte des vitamines et minéraux, comme j'ai dit, qui peuvent ne pas être sous des bonnes formes, certaines fois, mais on apporte vraiment 0 sucre, qui est le plus important, en post-effort. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu touches du doigt un sujet vraiment important parce que moi, je me suis renseignée sur les électrolytes lorsque j'avais fait ma fracture de fatigue. Ma micronutritionniste m'en avait parlé aussi. Et en fait, c'est vrai que dans les électrolytes, on voit de tout, dans les formes de composition. Déjà, de base, comme tu dis, les électrolytes, ça peut perdre un peu la personne lambda qui connaît pas trop ce milieu-là, parce qu'on a les boissons isotoniques, les boissons électrolytes, les boissons de récupération après effort qui vont être plus forcément riches en glucides. Isotonique, ça va être vraiment iso, donc égal. Donc c'est pour équilibrer Ouais, l'apport perte et apport pour rester à zéro pendant l'effort. ouais, Mais les ouais. électrolytes, c'est vrai que moi, je m'étais renseignée dessus. Elle m'avait dit l'idéal, je ne sais pas si tu connais Nicolas Obino. C'est un nutritionniste du sport qu'on m'avait conseillé, qui est connu nationalement et qui a un site Ouais, ouais, internet, et qui est très bien fait mmh pour ça parce mh. qu'en fait, il fait un comparatif de tous les boissons, enfin, il fait tout, hein, les barres énergétiques, électrolytes, etc., par catégorie. Ouais, 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 Et en fait, il fait un classement sur le rapport qualité-prix, mais surtout, il décrit un peu ce que lui compte essentiel dans la composition des électrolytes. Et il disait que il Ouais, fallait qu'il y ait minimum 500 milligrammes de sodium, du magnésium, du potassium, du calcium, des vitamines B, des antioxydants et en fait du calcium, moi je l'ai dit. Et en fait, quand tu regardes la composition de la majorité des électrolytes, bah, je dis n'importe quoi comme marque, tu vas avoir Decathlon, tu vas avoir NutriPure, tu vas avoir Apiron, tu vas avoir Meltonic, tu vas avoir PA, enfin voilà, Hydratis, ouais. Oversteam. Et en fait, il y en a pas beaucoup qui ont tout, en fait. C'est vrai que quand tu vas Bah, avoir à la fois c'est le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium, les vitamines, les antioxydants, il y en a, et bah, tu te rends compte qu'il y en a que ça tient à peine sur les doigts d'une main, ceux qui ressortent avec l'ensemble et bien dosé. ça reviendrait trop cher, ouais. En fait, ça reviendrait Ouais. trop cher à la marque. Déjà si par exemple on essaye de se supplémenter, donc là je parle hors effort physique. Si par exemple on supplémente, je dis n'importe quoi, en vitamine D, on voit déjà que, le prix de cette supplémentation, sur un mois, on peut peut-être être à 20 €. Donc si on commence à, dans un même produit, avoir une supplémentation en plusieurs vitamines et minéraux, forcément si on met dans les bonnes formes, bah, le prix va être, c'est pas possible en fait. On se retrouve avec de l'électrolyte hyper cher et ça ferait pas sens. Ouais. Donc ch à mon sens, je connais aucune marque, comme tu dis, où, il y a tous les électrolytes avec les bonnes formes, ça existe pas, Mm. c'est pas possible. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Et puis même après, si nous, on veut se supplémenter à côté, ne serait-ce qu'en magnésium, énormément de gens ont besoin de magnésium, que ce soit pour la concentration, la fatigue. On conseille beaucoup aux gens, prenez du magnésium, prenez du magnésium. Donc ça se fait sur l'automédication en pharmacie. Sauf qu'il y a énormément de formes de magnésium. Et là, je pense qu'on est encore une fois pas Ouais, assez voilà. informé parce qu'il y a énormément de formes qui sont, comme tu disais, à juste titre pour le sodium aussi, des formes qui sont mal absorbées et qui finalement font juste travailler nos reins de manière inutile, hein. C'est absorbé, excrété et Ouais, exact on retient pas ces et formes bien assimilées.
Ouais, après, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Souvent, pour une même vitamine ou minéraux, souvent, il y a deux, trois formes qui sortent du lot et qu'il faut connaître. Par exemple, pour le magnésium, la meilleure forme qu'il y a, c'est le bicyglinate, Ouais. qui est la forme qui est, ouais, ça, et qui est la forme la mieux absorbée. Donc, en fait, c'est des formats à connaître, quoi. Et si, enfin, par exemple, comme tu as dit, comme on peut aller très bien en pharmacie, on dit, bah, j'aimerais bien acheter du magnésium. Souvent, ils vont donner du magnésium marin. Mm. Donc, comme je disais, il y a 50% qui est excrété dans les urines. Quand on voit que même en pharmacie, ils nous donnent ça, faut connaître, en fait, les formes avant d'acheter. Ouais, ouais, donc d'où l'importance enfin, de ce corps de métier ou dans le milieu dans lequel tu t'es formé. Donc c'est vrai que j'encourage ce corps de métier à se développer pour bah, éduquer la population à voilà, bien se nourrir et bien se complémenter parce qu'il y a des choses qui partent d'une bonne intention de bien faire, mais finalement qui Mm. dérivent rapidement parce que c'est trop Ok. cher, donc on se rabat sur le produit le moins cher et qui finalement bah, Mm. fait N'est pas pas de bonne bien qualité. et voire même peut des fois aggraver les choses. Enfin, si on prend par exemple, je dis n'importe quoi, je bascule sur le fer. Nous, en prescription médicale, en tant que médecin, on prescrit très souvent du tardiférin. Mais en fait, des fois, ça crée une inflammation digestive assez importante et Bien il n'est sûr. pas bien absorbé. Et tout compte fait, bah, c'est mieux de prendre des fois une forme qui est payante, le bicyclinate aussi dans le fer qui est bien Mm. absorbé Mm, mm, et mm. qui va être beaucoup mieux assimilé. Et Euh, en fait, moi-même, j'ai ouais. été Mm. confrontée à ça parce que c'est casse-pied quand tu arrives à un stade où tu es carencé de partout et tu as besoin d'acheter plein de trucs différents et tu te retrouves avec une note mensuelle à 200 € par mois de Ouais, ouais, compléments. Tu bien te dis, sûr. c'est lourd. Mais finalement, bah, des fois, tu calcules le rapport bénéfice-risque et tu te dis, bah, si c'est pour ma santé et que, au Exactement. contraire, j'achète des trucs qui sont moins chers, mais qui finalement vont créer des désordres métaboliques avec de l'inflammation des intestins, plein de choses, et qui finalement vont rien à m'apporter à part d'aller aux toilettes toutes les 30 minutes. C'est, franchement, Mm. des Ouais, ouais. fois, c'est à rediscuter. Donc, ouais, je pense il y a des beaux progrès encore à faire dans ce domaine-là. Même si c'est, à Ouais, ce bah que ouais, j'ai mais c'est compris, pas surtout forcément un domaine où tu vas te destiner par la suite. Est-ce que tu... pour leur bon faire. Pour Ouais, ouais, après, voilà, vas-y. tu peux, maintenant que tu as ton master, comme tu me disais, tu peux toujours avoir des, des équivalences et puis même te travailler directement dans ce milieu-là en tant que nutritionniste en libéral. Est-ce que tu peux me Mm, mm. parler un petit peu de ton second projet qui est en cours de construction actuellement? Ouais, ouais, bah ça, il y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais en fait, j'aimerais me rapprocher du milieu de la santé. Donc, la première question qui m'était venue, enfin, ma première réflexion, c'était pourquoi pas passer le BTS Diète, donc pour être vraiment plus proche du milieu de la santé, connaître mieux la physiopathologie, pourquoi pas travailler en hôpital. Mais avec les mêmes problématiques évoquées avant, enfin, même si je me mettais en libéral avec le BTS Diète, par exemple, on aurait les mêmes problématiques, c'est-à-dire aujourd'hui, on a plus de clients que de patients en diététique. Et si on veut gagner sa vie, par exemple, en tant que nutritionniste ou diététicien, ce que je pourrais faire, par exemple, actuellement, si je faisais comment dire, de la consultation pour du bien portant, je pourrais être un libéral, gagner ma vie, mais il faudrait que je me mette sur les réseaux, il faudrait que je me Mm, vende. Et en mm, fait, là, je trouve que j'amènerais des personnes qui en ont pas besoin, à mon sens, et ça me dérange. ouais. Ça me dérange de faire de la pub et de vendre enfin, des choses qui font pas sens. Vraiment, je préfère accompagner des personnes donc pour de la santé, des personnes qui en ont vraiment besoin que de vendre quelque chose un peu de faux. Mais après ça, c'est ma réflexion, hein. Et du coup, bah, en parlant avec plein de personnes de ça, on m'a d'abord, en fait, on m'a conseillé, on m'a dit, bah, kiné, en fait, ça tirait bien. Au départ, je me suis dit, bah, ouais, mais en fait, si je repars pour 4-5 ans d'études, ça ferait que je validerais un diplôme à 30 ans. Est-ce que j'ai envie juste de valider un master? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Bref, j'ai été faire des portes ouvertes, j'ai parlé avec des gens pendant plusieurs semaines. Et finalement, c'est quelque chose qui me brancherait bien. Donc là, ce que je dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi ouais, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, en fait, actuellement, bah, je suis en train de monter des dossiers pour entrer en école de kiné. Il y a rien qui est sûr. Là, je dis ça aujourd'hui. Ça se trouve, dans 3 mois, je suis pas du tout en école de kiné parce que Mm, j'ai pas été retenu. ouais. En fait, pour expliquer, donc l'école de kiné aujourd'hui, on rentre soit avec PASS ou LAS.
Donc on fait la première année de médecine, on a le concours, on peut rentrer en école de kiné en K2. Soit on fait la première année STAPS, pareil, c'est sur concours, on peut rentrer en K2. Soit des personnes, dans mon cas, qui ont déjà certains diplômes. Donc, par exemple, moi, j'ai une licence STAPS et un master qui peuvent me permettre de faire étudier mon dossier pour potentiellement être pris aux oraux et derrière potentiellement être pris dans l'école. Et donc voilà, actuellement, je suis en train de rendre des dossiers dans certaines écoles pour essayer d'être retenu aux oraux. Si je suis retenu aux oraux, il faudra que je défende ma chance contre d'autres candidats pour espérer faire partie d'un petit groupe qui sont pris dans l'école. Ouais, tu m'avais dit qu'il y a très peu de places, hein, c'est ça? Ouais, bah pour dire par exemple sur Nantes, il y a cinq personnes qui peuvent être, enfin il y a 5 personnes qui sont prises dans l'école. On m'a dit, il y avait à peu près 150 candidats. Donc il y en a à peu près une OK, trentaine qui est ouais. retenue aux oraux. Et après, c'est 5 candidats qui sont, enfin 5 personnes qui sont retenues dans l'école. Ouais. Bon, bah, affaire à suivre. Donc, ceci dit, tu as quand même ton master en poche, donc toujours ce bagage sur la nutrition qui pourra t'ouvrir des portes quand même par la suite et cette opportunité Ouais, exactement. éventuellement Puis vers la kiné. après, Est-ce qu'il existe des métiers qui croisent, par exemple, un kiné spécialiste dans la nutrition, ça existe ça ou bof? j'ai envie de te dire plutôt non. Mais après, j'ai déjà vu des kinés qui faisaient, par exemple, des séances d'un coup. Là, on sort de la convention du kiné, mais on peut faire des consultations en nutrition. Mais non, enfin, en fait, là, on n'est pas kiné nutritionniste. Enfin, ça fait pas sens de dire ça. Ouais. Non, Ça non, reste deux corps de il métiers reste deux différents. aspects complètement différents, Mais mais peut-être que tu peux avoir les deux casquettes, quoi. je peux avoir les deux casquettes, bien sûr. Si, mais comme aujourd'hui, tu vois, il existe par exemple des médecins ostéopathes. Tu vois, c'est deux Oui. trucs complètement différents, mais il y en a qui font ça. Donc oui, si demain je touche du bois, je suis pris en école de kiné, je suis kiné et que j'ai envie de faire des consultations de nutritionniste en parallèle pour changer un peu, je pourrais très bien. Ok. Là, on parle dans un futur très très loin. Oui, déjà, futur proche, on va croiser les doigts pour Ouais, les passerelles vers kiné. Ok, bon, ouais, bah, bien sûr. chouette. Je sais pas si tu étais au courant, mais le Challenge Squad Tour, là, par le squad, est sponsorisé par Meltonic. Est-ce que tu connais un peu cette marque? Ouais, Ouais. Est-ce que ouais, tu ouais, peux nous en je dire connais, un peu de mots? Parce je que connais. moi, je connais pas du tout, tu vois, et j'ai connu ça par le squad. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots un peu sur leur principe? Je crois que ça part beaucoup sur le miel de base, hein, c'est ça? Ouais, alors je connais pas exactement leurs produits, donc je pourrais pas évoquer la qualité de leurs produits, etc. Mais logiquement, de ce que ça sera à vérifier, hein, ce que je dis. Mais comment dire? En fait, ouais, ça, c'est leur gamme de compléments alimentaires est à base de miel. Par exemple, leur gel énergétique, ce sera à base de miel et ça peut être d'autres ingrédients. Par exemple, je pense que s'ils font des gels énergétiques salés, ils doivent sûrement mettre miel et poudre de pistache, en gros, Ouais. pour du coup pour avoir le côté salé. Mais leur base de métier, ouais, c'est le miel. Donc je pense qu'ils font des gels énergétiques à base de miel, tout simplement. Ok. Mais voilà, faudrait que je regarde un peu plus J'avais regardé juste la avant le composition de leurs podcast, produits. là, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils proposaient. Mhm. Donc, comme tout type de marque proposant des supports compléments pour les sportifs, il y a de toutes les catégories, à savoir les électrolytes, les gels, les Mhm. boissons d'effort, les bars, énormément de choses, les protéines. Ils font aussi des protéines végétales en poudre. Et ils font pas mal aussi de petits sticks de gel, en fait, de petits sticks sous forme Ouais, bah c'est ça, de les recharge sticks de aussi que tu miel, peux ouais. recharger. Et ça, c'est assez caractéristique, je crois, de leur marque, où ils ont leur petite recharge et que tu peux recharger. Donc, c'est pas mal passé pour les trailers, ce genre de truc où tu les glisses dans ton camelback mais après, tout type de course. Et je connais plusieurs de gens ouais, qui sont avec cette marque-là et pour qui ça marche Ouais, plutôt bien, je crois. bah en fait, ce qui est bien, alors moi j'avais un tout petit peu travaillé, enfin un projet avec l'école, avec leur concurrent, on va dire, Apiron. Et du coup, bah, je connais un peu mieux leurs produits. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien ça parce que en fait,
notamment les sticks de miel. En fait, on va être sur du miel uniquement et il y a, des personnes qui aiment bien le goût du miel. En fait, le miel, ça reste, alors de mémoire 80 ou 90 de sucre, donc c'est intéressant à l'effort, et il y a des personnes qui préfèrent ça que, par exemple, toutes, les autres marques, qui existent sur le marché qui mettent, en fait, du sirop de glucose ou sirop de glucose fructose, ça dépend, qui parfois peut avoir un goût, plus chimique, en fait. Oui, Et il y a des personnes, qui aiment bien, avoir, un goût, ouais, plus naturel. naturel de miel et ça fait sens parce qu'en fait, on a un apport en sucre aussi. Donc on est, quasiment que sur du fructose, le miel, mais ça reste un apport en sucre et c'est tout aussi intéressant, en fait. Et s'il y a des personnes, qui préfèrent, ça, carrément banco, c'est c'est très bien. OK. Et petite question de la fin, est-ce que toi, du coup, en tant que coureur, tu prends des compléments? Ouais, alors, je prends alors, pour faire le tour, alors ça dépend de la, pardon, de la période de l'année et ça dépend de, mon bloc d'entraînement aussi. Mais par exemple, quand on fait des blocs longs où, je vais doubler sur la journée, je vais faire beaucoup de kilomètres sur la semaine, je vais pas hésiter à prendre, des gels énergétiques tout simplement. Sur par exemple, si j'ai une séance de 20-25 kilomètres le matin et que l'après-midi je dois refaire, 8 kilomètres, là je trouve ça intéressant de prendre au moins, entre 100-150 grammes de glucides, le matin pour, Pendant l'effort ou après ta rien que pour séance? mieux pendant l'effort, Ouais. Ouais. et après aussi. Ouais. Après non, non, c'est vraiment pendant la séance parce que moi toutes mes séances, dès que je rentre, je mange. Ouais. Il y a pas d'intérêt d'avoir un apport en glucides si on a un repas derrière. Mais pendant la séance, ouais. Donc voilà, ça je le fais, ouais, je le fais assez souvent sur les longues, en fait, sur les séances qui dépassent, 1 heure et quart, on va dire. Hem Et après en complémentation plus, style, comme on a l'habitude de voir, complémentation, enfin, avec des vitamines et minéraux. Alors, je vais, genre je fais le tour parce que, il y en a qui vont peut-être penser que ça peut faire beaucoup, mais c'est selon les besoins des personnes. Et voilà, ça est étudié en fonction de Ouais. chacun. Mais du coup, je vais prendre sur certains mois du magnésium. Alors donc moi, c'est du bisglycinate de magnésium, je prends de la marque, NutriPure, je crois. Ouais, c'est NutriPure que je prends. Donc c'est du bisglycinate de magnésium, donc voilà, je prends ça, en général, enfin, je prends ça, sur des périodes de 3-4 mois, parce que, tout simplement, dans la population, on manque, enfin quasiment tout le monde manque de magnésium et le magnésium a un effet, sur le sommeil, a un effet également, mieux relaxant chez les sportifs, donc notamment ceux qui vont être suivis même si c'est pas forcément ça, c'est possible, ceux qui sont sujets aux crampes, notamment aux crampes nocturnes, pardon, ça peut potentiellement être dû à un déficit de magnésium. J'ai jamais fait de prise de sang, pour savoir si j'étais carencé en magnésium, mais il y a pas un excès, il y a pas Ouais, un c'est ça. risque, Il y a pas de risque fort de surdosage en d'excès magnésium, avec ouais. Mmh. exactement. Faudrait qu'un jour que je me bouge les fesses pour faire une prise de sang pour, ouais, je suis phobique des c'est bête, hein, tout le monde, qui me demande des conseils, je dis: «Bah, fais une prise de sang pour», mais bref, moi je suis phobique, si je fais une prise de sang, je tombe dans les pommes donc Les cordonniers les mais plus mal faudrait chaussés, que hein, souvent. ouais, exactement, exactement. Et non, faudrait que je fasse une prise de sang, pour, un bilan martial, en fait, qui est très important chez le sportif d'endurance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça sert à rien de prendre du fer, si on n'est pas carencé, en fer, parce que ça peut être plus, dangereux que, positif. Mais voilà, faudrait que je fasse une prise de sang pour ça, mais je n'en prends pas. Qu'est-ce que, parfois je fais des cures d'oméga 3 pour le même, principe que le magnésium, tout le monde en manque aujourd'hui. C'est vraiment parfois parce que j'ai une alimentation de plus en plus végétale et quand on commence à manger, je suis pas végétarien, mais j'ai vraiment une alimentation proche, du végétarisme quand même. Et donc là, je sais que parfois je peux manquer, si par exemple je suis 3 semaines sans manger de saumon, les apports en oméga ou même, huile, végétale, là les apports en oméga 3 ils peuvent,
ils peuvent se faire faibles. Et du coup, sur certaines périodes, je prends des oméga 3. Qu'est-ce que bah si l'hiver, je prends de la vitamine D. Pareil parce que là, l'hiver, toute la population en manque. Là, j'apprends rien à personne. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne posologie de la vitamine D. Donc moi, j'en prends. Waouh, je dis ça, mais j'ai même plus en tête combien j'en prends. Si je dois prendre en gros 4 ou 5 000 unités Unités par jour. internationales, donc ce qui équivaut à ouais, c'est ça, ouais, par jour. Enfin, bref, en fait, ce qui est le minimum qu'il y a à prendre, c'est 1000-2000 unités internationales, et ce qui est à ne pas dépasser, c'est 10 000. Donc Mm. moi, je suis vraiment entre les deux. Mais pareil, j'ai pas fait de bilan sérique pour la vitamine D, mais bon, on peut partir du principe que je suis carencé comme tout le monde. Et voilà les principaux compléments que je prends, je pense. Ça fait déjà pas mal. Je réfléchis, moi. Ouais, ouais. Après, Après, voilà. c'est voilà. Bon. Faut vraiment se dire que bah moi pendant 2 ans j'ai étudié ça. Je sais selon ma personne qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Comme je vous disais, par exemple si je me levais un matin, je me disais waouh, je fais du sport d'endurance, faut que je prenne du fer. Non, ça marche pas comme ça. Par exemple, je pourrais dire, bah ouais, j'ai vu que la créatine, ça pouvait permettre de booster les performances. Ouais, mais pour qui, en fait, la créatine? C'est très bien pour des sports d'explosivité. Par exemple, pour un sprinter ou pour quelqu'un qui fait de la musculation, ça peut être très intéressant. Moi, dans mon cas, en fait, je suis très très loin d'être un sprinter, donc la créatine ne me servira à rien. Voilà, et donc faut pas prendre des compléments pour prendre des compléments. Faut savoir qu'est-ce qui peut potentiellement être bien pour moi, sur quelle période, et, euh, et une fois qu'on a identifié ça, bah ouais, on peut passer sur de la complémentation. Et il peut y avoir des personnes qui n'ont absolument pas besoin de complémentation. C'est possible. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut partir du fait que dire aux gens qu'avant de se complémenter, un complément reste un complément. Donc, comme son nom l'indique, il faut qu'il se base Mhm. sur une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est quoi? C'est que dans le système français, ben, on a 3 repas par jour et c'est un des meilleurs systèmes au monde dans la nutrition parce que c'est des repas en théorie bien équilibrés à 3 fois dans la journée. Chez le sportif, on essaie en général d'en mettre Euh, 4. Et c'est vrai que mhm. bah voilà, composer son assiette avec plein de couleurs, avec un tiers, un tiers, un tiers. En général, on dit protéines, Mhm. lipides, protéines, glucides Exactement. Ouais. et des légumes. Les Et légumes. ben, avec un peu toujours de lipides et toujours voilà ne jamais être trop dans la restriction. On dit aussi un sportif ne jamais avoir faim, hein. On dit souvent ça aussi pour éviter d'être tout le temps Ouais. puiser sur ses réserves. Et à partir du moment où on part de ce principe-là, une alimentation équilibrée est largement suffisante pour tout le monde de manière générale. Après, il y a des cas extrêmes Ouais, où ouais, les gens vont ouais, s'entraîner c'est ça. au-delà des limites conventionnelles, comme on pourrait dire, et qui peuvent être aidés par des complémentations pour éviter les blessures, pour favoriser la performance, mais ça va être pour des pourcentages quand même assez minimes. Donc voilà, à travers de ce podcast, le but n'étant pas de faire de la morale ou de Non, donner non, des c'est conseils sur la nutrition, mais si on avait un conseil, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais à donner aux gens et à nos auditeurs, ce serait surtout d'abord de manger équilibré, quoi. Et manger ouais, équilibré, c'est après quoi? C'est avoir de la couleur, c'est manger de tout, et ouais, vraiment goûter tout et varier après et éviter les trucs transformés. C'est vraiment ce qu'on entend dans la vie de tous les jours, mais ce qui est vrai en fait. ouais, ouais, et après faut enfin, je vois où tu vas en venir avec ce discours, mais des fois, faut faire attention avec ce discours parce qu'il y a des personnes qui disent, enfin, qui pensent qu'en disant mangeant équilibré, souvent les personnes vont avoir tendance à se restreindre un petit peu, et on peut voir des personnes qui, à mon sens, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas assez. Et dans le cas de sportifs, là, on peut arriver avec des problèmes assez graves, avec notamment le syndrome du Turedes, qui, bah, on peut le voir beaucoup chez les femmes, où tu as des femmes sportives, en voulant arriver à des performances hautes, donc vont vouloir avoir un poids plus faible, vont vouloir moins manger et vont se retrouver aménorrhées. Des fois, derrière, on peut avoir des problèmes comme l'ostéoporose qui arrive plus tard. Euh, et, euh, et ouais, manger varié, mais surtout quand on est sportif, manger déjà, genre Ouais, manger suffisamment. Ouais. suffisamment. Moi, je me souviendrai toujours, ouais, Avant de vouloir. Pardon, oui, vas-y.
Ouais, non, non, je disais, ouais, ça, avant de vouloir, bah, perdre du poids, c'est est-ce que, Mmh, bah, je mange déjà assez bien? Est-ce que je mmh. mange des légumes? Enfin voilà, c'est la première chose. Ouais, je me souviendrai toujours moi de la phrase, c'était, Baptiste Michler qui avait sorti ça une fois et qui avait dit, un sportif, par définition, ne doit jamais avoir faim. Voilà, c'est à partir du moment où tu as faim, Ouais, c'est ouais, ouais, que tu as mal géré et c'est déjà limite trop tard. Il faut toujours que tu aies des apports dans la journée réguliers. C'est compliqué parce que on entend, enfin surtout moi dans mon corps de métier où je donne des conseils à mes patients en cardio, donc dans la cardiovasculaire, je me retrouve avec des patients qui sont en surpoids, qui sont sédentaires, etc. Donc je donne toujours des conseils. Sauf que ces conseils-là, faut que j'arrive à en faire abstraction et pas forcément me les appliquer à moi. Et c'est complexe parce que ouais, on bien est sûr. toujours à dire manger, éviter les grignotages entre les repas, éviter ceci, cela. Sauf que chez le sportif, c'est différent. On a cet apport Ah bah, glucidique qui doit être complètement. constant sur la journée et éviter les pics d'hypo ou Ouais, ouais, d'hyperglycémie et d'arriver à maintenir un équilibre régulier. Et donc, bah, 4 repas dans la journée, je pense que chez le sportif, c'est le minimum, quoi. Et voilà, il y a et plein de choses à revoir mmh, et à savoir en tant que sportif où est-ce que je me cale dans tout ce flot d'informations que je reçois au quotidien. Il y a les sportifs mmh amateurs mh. qui peuvent se baser sur une alimentation classique. Et puis, tu as aussi les sportifs bah, amateurs plus et amateurs voire plus professionnels qui sont voilà, qui ont leur vie à côté, qui sont pas à 100% dans le sport, mais qui en font d'une manière suffisamment intensive pour être catégorisés dans les pros et qui finalement, bah, bien qu'ils se considèrent comme des acteurs lambda dans l'athlétisme, ils ont un niveau de sport tel que il faut qu'ils se considèrent aussi comme Ouais, des c'est pros ça, et avoir une et alimentation qui va en conséquence, quoi. Ouais. ouais, ça, et puis, au-delà de parler de pro ou pas pro, en fait, on peut avoir des personnes, qui ont un niveau amateur, mais qui s'entraînent beaucoup, et bah, là, leurs besoins, ils et surtout si, par exemple, je prends un cas d'une personne qui a un métier, manuel et et exigeant sur le plan physique à côté, et bah, il peut avoir des besoins caloriques qui sont très importants, et là, si on commence justement, comme je disais, à ne pas assez manger, bah, on peut, s'exposer, pardon, à des problèmes de santé. Ouais, tout à fait. Le mot de la fin, ça serait manger à votre faim. Ouais, 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 c'est c'est un bon mot de la fin. Bon. Et petite écho sur notre dernier épisode avec Yanis, tu as peut-être pas écouté, mais dans cet épisode, il y a Régis qui a posé une question à Yanis et qui lui a dit si tu avais une question à poser à notre prochain invité, lui-même à ce moment-là savait pas qui était notre prochain invité, donc il s'avère que c'est toi. Si tu avais une question à poser à notre prochain invité, laquelle ça serait? Et Yanis a dit est-ce que tu me bats aux 800 mètres? Ah! Donc là, C'est marrant ça. Yanis nous a dit Heu, qu'il a fait ouais. 1,51,39. Donc il me semble que ça se joue à très peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi, t'as fait Non, une mais on va partir du 52. principe que j'ai fait une 52,90. Alors, s'il y a des petits malins qui vont voir sur ma fiche attelée, ils me diront que c'est un chrono manuel, mais ça reste une 52,90. Et ça se trouve même que c'était moins qu'une 52,90 du coup. Je suis sûr que c'était une 49,90, 99 en vrai. Ah ouais. Non, non, mais bah, ouais, non, du coup, Yanis, même aujourd'hui, surtout avec l'entraînement mon entraînement qui de plus en plus long. Je pense que Yanis me bat sans aucun souci sur, sur 800 mètres aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je prends plaisir à le battre à peu près sur tous les crosses. Quand je le vois, quand je le ramasse à peu près au premier kilomètre, c'est toujours sympa. Aïe, 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 il va y avoir du mano-mano là. Bon, bah, chouette. Hâte de vous voir en tout cas sur la piste tous les deux cet été. Va s'annoncer des belles choses. Ouais, Pour toi, la suite, ça s'annonce comment? Tu montes un peu sur les distances ou tu restes sur du 3000? ouais. Mmh. Alors, moi cet été, ça va être principalement sur 5000. Donc j'ai jamais encore fait de 5000, mais l'idée ça va être, de découvrir la distance quoi, et donc ça va être, ouais, une saison vraiment 5000, 1500 un petit peu. Je pense que 1500 je vais pas en faire beaucoup, peut-être, 2-3 comme, l'année dernière. Ça va être, vraiment, bah, j'ai déjà visé, 2-3 gros 5000 en gros, donc à Montesson, à Carquefou, Ouais, ok. peut-être un autre que j'ai oublié, hein, mais voilà, ça va être surtout, essayer de faire des bons chronos sur 5000 sur la piste, ouais.
Actuellement, ton record aux 5000, je me souviens plus, je me l'étais pas noté, mais J'en t'en as pas ai, fait, hein? j'en ai jamais fait. Ouais, ok, c'est pour ça. Non, non, c'est ça, ouais, 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 ouais. Chouette. Bon, bah, Et encore des bah, belles choses à si je explorer. peux dire, Ouais. ouais, 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 carrément. Non, j'allais dire, ouais, si, en gros, bah, j'aimerais bien viser. C'est compliqué à dire comme ça, mais je pense que 13,50, moins de 14,0, en gros, Ouais. ce serait l'idée, quoi. Après, Au vu de ça se tes trouve, je vais chronos, pas du tout y arriver, mais je pense que, ça paraît pas déconnant du tout. ouais, je pense que ça Et te paraît cool, connaissant un surtout peu avec et le 3 connaissant tes capacités, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des jolies choses en sub 14. Ouais. En tout cas, ouais, c'est l'objectif, en tout cas. Bon, bah, c'est chouette. Et maintenant, si on relance un petit peu la balle suite à Ouais, celle envoyée ouais, pour, par Yanis, est-ce que tu as une question à oh, poser j'ai à plus. notre prochaine invitée mystère, qui peut être une femme, hein, faut prendre partout, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'essaie de changer de. Qu'est-ce que je resterai pas sur le milieu de la nutrition? Si, bah tiens. Oh, non, c'est un peu nul comme question. Euh... Attends, laisse-moi 30 secondes pour réfléchir. je te prends au Euh... dépourvu là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'aimerais bien changer de. Tiens, si. Le pays que la personne aimerait le plus voyager et pourquoi? Je change totalement de sujet, mais Très chouette. On sort du sport, c'est mais intéressant. c'est pas mal. Et on sort du sport, mais peut-être pas, hein, ça se trouve, on va toujours se pencher sur du sport à la Bien fin. sûr, On ça verra se la trouve. réponse. Je sais pas non plus qui sera le Ouais, prochain invité, mais on y pensera. ok. Donc, quel prochain pays à visiter et pourquoi? En tout cas, merci à toi, Clément, pour ton Ouais, temps merci à toi aussi. passé. C'était très sympa de discuter avec toi sur tous ces sujets Ouais, qui c'était nous passionnent sympa. en même temps. Donc, c'était chouette. On te souhaite une bonne continuation et on croise les doigts pour les passerelles avec la kiné. En tout cas, Ouais, j'espère. tu pourras toujours avoir de la concurrence à ce niveau-là aussi avec Yanis. Ça reste pas Ouais, que sur la piste, ouais, la ouais, bah ouais, concurrence. c'est ça. Bon, après, Ouais, c'est sûr. c'est une autre forme de concurrence là dans le milieu Ouais, et puis professionnel, c'est sympa. puis c'est plus. Ouais, ouais, puis c'est plus en kiné aussi. Bon, bah merci pour ton temps et puis bonne continuation pour la suite. Et on se dit à une prochaine sur les routes et sur les pistes. Ouais, ça marche, Salut salut, Clément. merci. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.